Tu veux te la péter sur les Champs-Élysées? Bah achète-toi une Audi RS4. Parce qu'une voiture ancienne, ça se mérite. Ça fait un petit moment que je vais vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que j'essaie autour de moi de convertir un maximum de gens aux voitures américaines anciennes et aux voitures anciennes au sens large. C'est vrai que ça a plein d'avantages au-delà du plaisir de rouler dans une time capsule. Avec le temps, je me suis juste aperçu que les voitures anciennes, c'est une réalité, c'est pas à la portée de tout le monde. Et quand je dis à la portée, je parle pas seulement de budget. Il y a énormément de contraintes qu'il faut prendre en compte et qui seront certainement des freins pour beaucoup d'entre vous. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est la patience. J'aurais pu commencer par le budget, par la place, mais ce qui va vraiment distinguer le mordu du simple curieux, pour moi, c'est vraiment la patience. Parce que rouler en voiture ancienne, c'est aussi accepter une part d'inconnu. Attention, je dis pas que les anciennes sont pas fiables, hein. On n'a pas attendu hier pour savoir faire des bagnoles qui savent enchaîner les kilomètres sans tomber en rade. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'à moins de rouler dans une voiture ancienne qui a été intégralement restaurée dans les règles de l'art avec toutes les pièces mécaniques neuves, dont toutes les pièces remplacées à quasi 100%, ce qui doit représenter même pas 1% du parc roulant de voitures anciennes dans le monde. À moins d'être dans ce cas de figure, tu risques forcément d'en compter plus de soucis avec une caisse qui a plus d'un demi-siècle, des pièces d'origine et un historique un peu flou. Je dis pas que tu vas passer ta vie sur la bande d'arrêt d'urgence, mais tu seras certainement plus sujet à des petites pannes de temps en temps. Du genre la vitre qui remonte plus, la ventilation qui déconne, des trous à l'accélération. Après, faut aussi savoir acheter une voiture ancienne, hein, mais ça, on en reparlera plus tard. Contrairement à une voiture récente, les réparations sont souvent simples à faire soi-même et pas très onéreuses. Soit tu mets les mains dans le cambouis, soit tu la laisses à un mécano, et là forcément, tu vas allonger plus de fric. Quelle que soit la situation, il va falloir de toute façon te montrer patient. Parce que le temps que la voiture va passer en réparation, c'est du temps que tu passeras pas sur la route. Parfois tu voudras partir en balade, mais ton ancienne, elle voudra pas. On se prend parfois pas mal la tête tout le capot, mais il faut avouer qu'une fois que c'est réparé, il y a quand même une certaine satisfaction de s'être débrouillé soi-même. Et puis, tout simplement, on oublie tout. Quand on est au volant de ces caisses, on est sur un nuage. Certains roulent sans jamais connaître de panne, hein. Ça existe, hein. Je connais des gens, je suis des mecs sur Instagram, ils passent leur temps à rouler, ils ont jamais de problème, jamais de panne, jamais de réparation à faire. Ça existe, et puis il y en a qui passent vraiment leur vie sous le capot. Donc il y a aussi, malheureusement, un facteur chance. Un peu comme avec une Renault neuve. On passe ensuite au budget. Tu sais ce qui t'attend moralement, maintenant on va parler de budget. Prévois toujours un budget plus large que le prix d'achat de ton ancienne. Parce que même si tu as anticipé quelques réparations, il faut se dire qu'il y aura toujours des surprises, toujours des trucs que tu n'auras pas prévus. Il faudra allonger du fric. Et malheureusement, si tu n'as pas les sous qu'il faut, tu vas devoir encore attendre avant d'en profiter. Personnellement, je fais toujours un entretien complet sur les nouveaux véhicules que je viens d'acheter, au minimum vidange, filtre, courroie, bougie. Comme ça, je repars sur une bonne base, je suis tranquille et ça coûte pas très cher. C'est l'occasion aussi, en mettant un peu le nez sous le capot, de voir des trucs que tu n'avais pas forcément pu voir pendant la visite, des petites fuites, des fissures, une pièce qui manque ici. Voilà, il y a toujours de toute façon des surprises parce que c'est des véhicules, sauf cas exceptionnels de première main d'époque, qui ont eu en général plein de propriétaires, avec chacun sa manière de bosser. Il y a eu des manquements des fois, des pièces qui ont été remplacées par d'autres pas forcément de bonne qualité. Voilà, il y a toujours des fois des petites malfaçons, des petites découvertes. Donc vraiment, prévois un petit budget pour la suite. Soit tu fais tout de suite ce qu'il faut, soit tu prends le risque de rouler avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. De toute façon, c'est pas une voiture neuve avec garantie, donc chaque souci, tu le paieras de ta poche. Conseil numéro 3, la place. Évidemment, la place nécessaire dépendra aussi de si tu répares toi-même ton véhicule ou si tu laisses à chaque fois à ton mécanicien. Forcément, dans ce dernier cas, une place de parking lambda suffira. Par contre, si tu veux bricoler sans péter un câble, ne néglige surtout pas cet aspect. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir un garage ou un box XXL avec électricité, flotte, éclairage. Je dirais qu'au minimum, il faut que le véhicule soit abrité, hein, sinon tu oublies les réparations l'hiver, et que tu aies aussi suffisamment de place autour et pas des voitures collées pour pouvoir tout simplement intervenir sur le véhicule, passer un cric, bouger avec tes outils et puis même éviter de péter les bagnoles autour en passant avec tes outils, quoi. L'espace autour de ta voiture, c'est aussi pour éviter de te la faire bigner, hein, parce que clairement l'automobiliste lambda français n'en a rien à carrer des bagnoles. Donc pour beaucoup, un coup de portière, c'est pas la mer à boire, sauf que pour toi qui bichonne ton ancienne, c'est vraiment le genre de truc qui peut te rendre fou. Petite précision aussi, si jamais tu es dans un parking souterrain, assure-toi qu'il soit bien ventilé, hein. On sait jamais, hein, si comme moi tu avais l'idée de tester ton refroidissement et laisser tourner ton moteur 10-15 minutes au point de t'intoxiquer. Conseil numéro 4, l'état de la voiture. Ne te lance jamais dans un projet de restauration si tu veux rouler rapidement.
Parce que quels que soient les délais que tu auras prévus, tu les tiendras jamais. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des longueurs, des trucs qui n'étaient pas prévus et tu vois jamais ta deadline arriver. Si tu veux en profiter rapidement, vise des voitures roulantes. Attention, quand je dis roulante, c'est pas une bagnole qui roulait il y a un an avant qu'il y ait un problème de batterie ou de bobine, ce que disent certains vendeurs, pour cacher un problème bien plus grave. Je parle vraiment d'une voiture qui roule pendant la visite, que tu as pu essayer. Avec une voiture roulante, tu as déjà une bien meilleure idée de ce que tu achètes. S'il y a des défauts, tu les verras et tu pourras les rentrer dans ton budget et te faire une idée aussi du temps que ça va prendre de tout réparer. Si tu connais rien en mécanique, vas-y absolument avec un pote qui est un peu calé. Le principal ennemi des voitures anciennes, c'est la rouille. Autant tu peux avoir plein de problèmes mécaniques, la plupart du temps, c'est des choses qui peuvent se réparer, mais autant quand on rentre vraiment dans des voitures bouffées par la rouille, tu rentres automatiquement dans une grosse restauration onéreuse, parce que là, de toute façon, il n'y a pas de plan B, il faut faire appel à un vrai carrossier. On part vraiment sur une grosse restauration avec des délais qui se rallongent à mort. Oh, la mouche de l'enfer qui fait du bruit, insupportable. Casse-toi. Ça va se terminer comme dans Breaking Bad. Donc ne jamais sous-estimer la rouille. Même sous une belle peinture neuve, si ça a mal été préparé, au bout de 2-3 ans, ça peut commencer à cloquer et être à nouveau dégueulasse. C'est pourquoi j'achète des bagnoles dans cet état-là. C'est vrai qu'il y a un peu de taf, mais finalement c'est une teinte, c'est une peinture d'origine qui ne cache pas ses défauts. S'il y en a, on les voit. Assure-toi donc que la carrosserie et la mécanique soient saines et privilégie une voiture vraiment prête à rouler. Si tu veux te lancer dans une grosse restauration, vas-y, je veux pas te freiner dans ton élan. Je veux juste que tu prennes vraiment conscience de ce dans quoi tu te lances. Si tu sens qu'au bout d'un moment ça va te gaver et que tu te donnes une deadline genre 1 an max ou 2, faut vraiment être sûr de ton coup. Ça peut très bien se passer, mais tu peux aussi être très déçu. Ensuite, il faut que tu trouves la voiture qui te correspond. Tout dépend ce que tu veux en faire. Des courtes balades occasionnelles ou des longues balades, des longs road trips. Je te dis ça parce que certains modèles sont vraiment très marrants, très fun à conduire sur le coup, mais par contre, dès que tu les prends pour faire des bornes, je dirais qu'au bout d'une heure, tu peux être en mode non, je vais pas continuer, je sens pas. Je pense à certaines sportives, par exemple comme les Corvette C3. Après, c'est aussi les goûts de chacun, je dis pas, mais c'est des véhicules qui vont être des fois en fonction des configurations agréables pour se faire des petites accélérations, des petites balades, faire un peu son kéké, se marrer un peu. Mais dès que tu veux vraiment en profiter sur la durée, ça peut être des véhicules vraiment inconfortables et chiants à conduire. Tu vas avoir ce cas-là, par exemple, si tu prends un véhicule avec un rapport de pont trop court, où tu vas avoir de bonnes accélérations, mais inversement, quand tu vas rouler sur les longs trajets, tu vas être à haute vitesse, tu as un régime moteur qui est plus élevé, ça gueule vachement plus dans l'habitacle, ça vibre plus, c'est vraiment beaucoup moins confortable. Ce problème d'agrément, tu peux aussi le rencontrer sur des boîtes manuelles avec des embrayages très durs, ou dès que tu vas avoir des phases en ville ou des embouteillages, ça va être hyper relou parce que ton mollet il est en feu et t'en peux plus de cet embrayage. Après, c'est des classiques de voitures anciennes, mais c'est vrai que comme avec les voitures américaines, on est habitué à avoir un certain niveau d'équipement. Quand tu te retrouves sans direction assistée sur un véhicule de quasi 2 tonnes ou sans frein assisté, c'est vrai que c'est quand même très contraignant à la conduite et c'est vite fatigant. Donc je dirais que c'est des choses, une fois que tu les as, c'est difficile de s'en passer. Typiquement, mon ancienne Mercury Cougar, elle n'avait pas l'assistance de frein, elle n'est pas très lourde, et malgré tout, c'était quand même assez chiant. Fallait vraiment écraser tout le temps le pied à fond. Bon, après, il y a des équipements de confort comme la climatisation aussi, que certains vont apprécier, d'autres sont pas trop fans. Toujours est-il que moi, pour avoir roulé en plein cagnard, j'avoue que je crache pas sur une bonne clim, même sur une ancienne. Bref, c'est des petits points qui, quand tu tapes des grosses vacances comme ça, que tu fais des longs trajets, t'es moins frais à l'arrivée si t'as pas tous ces équipements. Je dis pas qu'il faut forcément viser des grosses berlines routières style Cadillac pour avoir un minimum de confort, mais aller au minimum en voiture américaine pour les longs trajets. Moi, je mise sur un rapport de pont, allez, moyen, une boîte automatique, une direction assistée et des freins assistés. Voilà, moi, c'est mes indispensables pour envisager des longs trajets en voiture américaine ancienne. L'assistance de frein, si tu l'as pas, ça peut s'ajouter facilement, c'est pas très cher. La direction assistée, ça peut aussi se faire, mais ça devient un petit peu plus contraignant. Pour le reste, par contre, c'est beaucoup plus galère si tu l'as pas déjà. Voilà pour ces petits conseils pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'achat de leur première voiture ancienne. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous rebuter, de vous stopper net en vous disant que c'est pas fait pour vous. C'est vraiment de vous éviter une grosse frustration en achetant trop vite un véhicule ancien et en étant dépassé par ce qui arrive après, quoi. Je sais que beaucoup de gens qui avaient des voitures anciennes américaines sont passés sur des modèles plus récents. Typiquement le profil du propriétaire de Mustang des années 60 qui s'achète le dernier modèle de Mustang là, des années 2015-2020 et qui finalement ne sort plus du tout l'ancienne parce qu'il a goûté entre guillemets au confort de la moderne, d'être sûr de démarrer à chaque fois, de pas se soucier des bruits, des éventuelles pannes. Et du coup, il a une psychose sur l'ancienne, il a peur de la sortir dès qu'il entend un bruit, dès qu'il y a un truc qui va pas. Et finalement, la bagnole est dehors au garage et elle ne voit plus jamais la route. Je crache pas sur ce gars-là, il fait bien ce qu'il veut.
Mais c'est vrai qu'il faut prendre en considération que les anciennes, ça implique un peu plus de travail, un peu plus d'attention. Faut aussi apprendre à se détendre, parce que même moi, je peux rentrer très facilement dans une paranoïa, d'avoir peur de la sortir pour dès que j'ai un bruit, dès qu'il y a un petit truc qui va pas. Mais c'est des voitures qui sont faites pour rouler et ça n'a aucun intérêt de rester dans un garage. Et pour ceux qui sont chauds, bah allez-y, c'est beaucoup d'emmerde mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Et ce plaisir immense d'être dans une machine à remonter le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!